Bon, et bien bonsoir à tous. Avant de commencer, nous voudrions remercier tous ceux qui nous soutiennent dans ce travail d'une manière ou d'une autre. Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement. Et puis nous voudrions aussi souligner une autre manière éventuelle donc, de soutenir notre travail, c'est de participer aussi à la diffusion de nos deux nouveaux livres, Écologie du soi et Penser les chemins d'évolution, qui sont sortis tout à fait récemment. Voilà, donc merci à tous, et puis je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir en vrai, mais ça n'a pas l'air non plus d'être pour le mois prochain. Nous verrons au fur et à mesure. Nous voici donc au cœur de l'automne, et à l'avant-dernière partie de notre thème annuel, en quête de sens, incarner l'espoir au quotidien. Comme nous l'avons dit le mois dernier, au tout début de la saison, l'automne est un temps important d'intégration de tout ce qui s'est passé pendant l'année. C'est un moment important pour rassembler les diverses expériences spirituelles et c'est le moment de les intégrer avant de passer dans 2 mois à un nouveau cycle. Peut-être avons-nous justement progressé dans la quête de sens. Peut-être est-ce que nous comprenons de mieux en mieux le sens de ce monde et de ce qu'il recèle profondément. Et la conséquence, c'est de vivre l'espoir au quotidien, qualité d'autant plus nécessaire que nous sommes quelque peu ces derniers temps mis à rude épreuve. Penser que le monde a bien un sens et être intellectuellement persuadé qu'il y a bel et bien de l'espoir, ça n'est pas l'incarner. Si on ne fait que penser les choses, si on ne fait que intellectuellement les comprendre, oui, j'ai bien compris que ça a un sens, oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un espoir, c'est pas suffisant pour incarner les choses. En effet, ce n'est pas suffisant pour faire notre part de colibri envers l'évolution du monde. Incarner le sens et l'espoir au quotidien, ça va être en réalité de les instaurer dans notre propre vie. Ce qui va entraîner alors des répercussions tout autour. C'est ne pas en rester simplement à la conception de la chose, mais véritablement incarner cela complètement en nous. Intégrer les éléments subtils vécus pendant toute l'année, c'est un travail important. Parce que tout ce qui n'est pas identifié, tout ce qui n'est pas nommé, reste évanescente. Ça ne peut pas s'incarner. C'est insuffisant pour produire réellement des effets. Et puis, avec le temps, ça finit par se diluer. Bon, on le retrouvera un jour, mais on se dira, tiens, c'est bizarre, j'ai vécu ça un temps, mais pourquoi est-ce que ça avait disparu? Donc il est particulièrement important dans les moments d'intégration de pouvoir véritablement nommer les choses, de pouvoir vraiment en prendre conscience tout à fait donc précisément. Le temps d'intégration de l'automne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est absolument pas un simple moment tranquille de récapitulation des événements passés. En se disant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'année? Je vais récapituler un peu tout ça. Non, c'est une récapitulation, mais une récapitulation claire et consciente de ce que nous pouvons vivre en tant qu'êtres spirituels sur Terre en ce moment. Mais on va préciser un petit peu tout ça. Comment réaliser cette intégration? Voyons un petit schéma. Voilà, nous avons ici 2 sphères de conscience. Nous avons ici la sphère de la personnalité et en haut donc la sphère de l'âme avec les 3 qualités fondamentales de l'âme. On en reparlera, la volonté, l'amour et l'intelligence créatrice. Naturellement, ici nous sommes dans ce qu'on appelle la sphère personnelle. Le moi y est extrêmement important. Alors quand dans le monde de l'âme, on est dans une sphère qui est totalement impersonnelle. Donc voilà un petit peu quels sont ces 2 éléments pour pouvoir bien comprendre ce qui va se passer donc à travers cette histoire d'intégration. Généralement, quand on parle d'intégration et quand on pense intégration, quand on se dit en automne, oui, il faut intégrer ce qui s'est passé, on entend généralement intégrer les qualités de l'âme. En tant que personnalité, il va me falloir intégrer de plus en plus les qualités de l'âme. Donc on l'entend généralement comme amener de plus en plus les qualités d'amour et de lumière depuis la sphère spirituelle jusqu'à la sphère personnelle. Et la question est, comment faire pour amener les qualités de l'âme en soi? Comment faire pour être de plus en plus ces qualités de l'âme au quotidien? Et c'est ainsi que généralement, on imagine que le renouveau est possible. En faisant descendre ces qualités de l'âme vers la personnalité, il y a un véritable renouveau. La personnalité, donc, s'efforce d'intégrer en elle les qualités spirituelles, les qualités de conscience d'ensemble qu'elle a pu contacter, un peu comme si elle faisait son marché. Donc on se dit, voilà, nous en automne, on essaie de voir, tiens, je crois que j'ai dû contacter ça, au moment du printemps, il s'est passé ça, l'été, j'ai travaillé ça, quand on a travaillé telle conférence, c'était l'occasion de faire ça. Donc j'essaye de cueillir, en quelque sorte, certaines qualités qui sont dans la sphère supérieure, de
façon à les amener donc dans la sphère inférieure. Ça, c'est ce qu'on croit généralement être quand on parle d'intégration et quand on dit en automne, il faut intégrer les choses. Allons-y, intégrons donc les qualités de l'âme. Mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne manière. Parce qu'en faisant cela, si on réfléchit bien, je cherche surtout à améliorer la personnalité. Je cherche finalement à ajouter à la personnalité que je suis les qualités d'âme. Mais l'évolution, ce n'est pas une addition. L'évolution, c'est une transformation. Si je m'y prends de cette manière-là, qu'est-ce que je fais? J'entérine la personnalité comme point directeur, censé recevoir les bonnes énergies à mettre en œuvre ensuite. Et en fait, c'est une démarche personnelle. Et évidemment, ça ne peut pas fonctionner du tout dans ce sens-là. J'ai beau m'imaginer que ça fonctionne, j'ai beau me dire, mais si, je t'assure que moi, quand j'essaie de prendre les qualités de l'âme, je suis de plus en plus amour. Non, on est dans une illusion totale. Ça ne peut absolument pas marcher. Il n'y a absolument aucun déplacement donc vers la sphère supérieure, et on confond alors transformation avec amélioration de la personnalité. La bonne manière d'intégrer, et c'est intéressant parce que c'est justement ce qui se passe ce mois-ci, elle nous est proposée par l'énergie Scorpion. Au cœur de l'automne, donc cette énergie Scorpion, elle est assez intéressante parce que, après avoir reconnu les polarités plus et moins, l'âme et la personnalité, dans l'énergie Vierge, où nous avons évoqué les processus de bonne volonté ou de volonté de bien, après avoir relié ces deux polarités d'une manière qualitative, plus ou moins, donc à travers les énergies Balance, le Scorpion nous propose donc ce mois-ci une union âme-personnalité, d'où peut naître une nouvelle créativité, un mariage, une fusion, d'où peut naître quelque chose de tout à fait nouveau, donc une nouvelle créativité. Mais cette union doit se faire au profit de l'âme, pas de la personnalité, comme nous venons de le voir. Ce n'est pas la personnalité qui intègre les qualités de l'âme, mais l'âme qui intègre peu à peu la personnalité en tant que moyen de transmission de plus en plus offert et disponible. Âme et personnalité, naturellement, il ne faut pas y voir une espèce de dualité comme s'il y a moi, personnalité, et puis l'âme comme quelque chose qui m'est étranger. En fait, âme et personnalité sont bien deux aspects de ce que nous sommes, essentiellement et fondamentalement. Or, c'est vrai que souvent, jusqu'ici, nous avons fonctionné en tant que conscience personnelle, cherchant à s'inspirer progressivement de l'aspect conscience unitaire de l'âme. Donc c'est vrai que pendant tout un temps, c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça. En tant que personnalité, on cherche à s'inspirer de plus en plus de l'âme et à conformer progressivement après tout notre fonctionnement à partir de là. On a effectivement ce travail qui consiste à aller chercher dans l'âme des choses dont on pourrait s'inspirer et qui pourraient améliorer la personnalité. Mais en réalité, l'énergie Scorpion va amener l'unification, mais elle va dire non, il ne s'agit pas de ramener les choses à soi, il va nécessiter au contraire un déplacement du point directeur de la personnalité vers le monde de l'âme. Il y a un changement de sphère. En fait, ce à quoi on est invité, c'est un déménagement du siège social. Pour l'instant, notre siège social, il est là dans la personnalité, et il est vraiment social. Et ce que nous dit le Scorpion, ce qu'il faut, c'est que, naturellement, on ne supprime pas la personnalité, puisque c'est l'outil de l'âme. Mais le siège social, le siège directeur, il va falloir le faire ici. Et c'est à ce déménagement, c'est à ce transfert que ces énergies nous invitent véritablement. Et là, on voit vraiment tout le déplacement qu'il peut y avoir. Donc ces énergies nous incitent à mourir à l'importance de la sphère personnelle pour renaître à la sphère de groupe, la sphère de conscience unitaire. Et le secret de l'évolution humaine, vous voyez, ça tient dans ce mot, transsphère. Et qu'on pourrait écrire transsphère, passage d'une sphère à une autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, ça nous donne un 8. Et le Scorpion est véritablement le 8e signe. Et ce 8, c'est le signe de l'infini qui nous montre comment on peut toujours se passer comme ça d'un monde à l'autre. Naturellement, ce transfert ou ces transferts, parce que ça ne se passe pas d'un coup, c'est quelque chose qui est tout à fait progressif, c'est ce qui va générer dans la personnalité toutes sortes de points de crise. Parce que c'est vraiment pas évident, ça va donc générer des choix. Car la personnalité va résister à ce changement de siège social. Elle n'apprécie pas spécialement. Et donc ça va amener des réorientations, ça va amener des renoncements. Et puis du renouveau, tambour battant, comme le dit justement le titre de ce soir, mais on en reparlera tout à l'heure. On pourrait comparer ça aussi avec ce qui se passe avec le travail d'acteur. En effet, quand on
on voit un petit peu le travail que peuvent faire les acteurs. Lorsqu'un acteur doit incarner un personnage, c'est bien évident que ce n'est pas le personnage qui emplit l'acteur. Ça ne lui descend pas dessus. C'est l'acteur qui entre dans la peau du personnage. On voit bien le déplacement qu'il est obligé de faire. Et nous, c'est ce que nous avons à faire. Entrer dans la peau de l'âme. Se transférer de plus en plus dans la sphère de l'âme. Et de là, à partir de là, rayonner de nouvelles qualités d'énergie à travers la personnalité. Donc, la personnalité, elle va bel et bien profiter de ce rayonnement qui va passer à travers elle. Mais elle en est le bénéficiaire indirect et non le commanditaire. Parce que quand elle cherche vraiment à trouver, elle, quelles sont les qualités de l'âme que je peux mettre, elle est commanditaire de l'histoire. Donc là, ce n'est pas elle qui fait son marché, elle reçoit ce qui est mis à la disposition de tous. Ce qui n'est pas du tout pareil. Donc c'est sûr qu'il va y avoir changement, mais c'est vraiment pas parce que c'est elle qui le nécessite. On voit, tout cela est dû au changement justement de polarité. Au lieu d'être polarisé sur la personnalité, polarisé là-dessus, on est polarisé sur l'âme. Et à partir de là, les choses effectivement vont pouvoir descendre à travers la personnalité vers le monde entier. Et naturellement, la personnalité en profite. J'insiste un peu parce que c'est important, parce que ça c'est souvent un paradoxe qui n'est pas forcément évident. On est tellement persuadé que intégrer les qualités supérieures, c'est vraiment soi-même attendre que les choses descendent. Si nous restons tranquillement installés comme ça dans la personnalité, à attendre l'amélioration par des qualités supérieures, on n'est finalement que des médiums passifs et personnels. Par contre, si nous faisons l'effort de rejoindre notre vraie nature que peut être l'âme, alors nous sommes alors des médiateurs actifs, impersonnels, car nous cherchons à incarner consciemment des qualités essentielles à laisser passer à travers nous. Le médium, il est toujours passif, c'est comme ça, je suis à disposition, je peux recevoir des choses. Le médiateur, c'est vraiment quelqu'un qui va chercher, qui s'identifie à certaines qualités et qui permet donc qu'elles puissent passer. Donc c'est une grande différence entre les deux aspects. Donc intégrer, ce n'est pas désirer se laisser pénétrer par des énergies supérieures, mais c'est pénétrer activement certains états de conscience vécus et chercher à s'y stabiliser pour en être vibratoirement transformé. C'est ça notre véritable travail de l'automne. On pourrait prendre une comparaison. C'est un petit peu ce qui se passe en montagne. Si nous montons en montagne, l'air vif, l'air pur de la montagne va complètement nous vivifier. C'est quelque chose qu'on emporte avec nous. Et quand on redescend, finalement, on garde ça avec soi. Quelque chose s'est modifié en nous. Mais vous comprenez bien que, fort de cette expérience, on ne peut pas après rester dans la vallée en demandant à ce que l'air de la montagne descende pour nous vivifier là où on est. C'est pas possible. Il faut véritablement se déplacer, il faut véritablement monter. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la personnalité, même quand elle a envie justement de s'améliorer, quand elle a envie d'aller plus loin, quand elle a envie d'évoluer, elle va pouvoir le faire jusqu'à un certain stade. C'est vrai que pendant très très longtemps, la personnalité ne s'occupe pas de l'âme et elle peut quand même se bonifier, elle peut s'améliorer, elle peut aller de plus en plus loin. La personnalité peut croître et s'embellir complètement comme ça toute seule. Mais jusqu'à un certain point. Il y a vraiment quelque chose qu'elle ne peut pas du tout faire par elle-même, on le comprend facilement, c'est devenir impersonnel. La personnalité en elle-même, qui est tellement personnelle, ne peut pas devenir impersonnelle sans faire appel à quelque chose d'autre. Elle n'est pas du tout auto-nettoyante. Donc, si on veut vraiment faire appel à d'autres choses, il va falloir vraiment transférer justement ce siège social et se dire qu'à partir de là, oui, les choses vont pouvoir se nettoyer. Oui, à partir de là, il y a une espèce d'impersonnalité qui va pouvoir se faire. Sinon, si on ne fait pas appel à cette sphère supérieure, c'est complètement limité. Et souvent, on s'aperçoit que beaucoup de personnes sont quelquefois un petit peu découragées parce que, faute de faire ce transfert, eh bien, on en reste simplement à la personnalité, qui fait appel à telle ou telle qualité de l'âme ou qui cherche à se bonifier de telle ou telle manière, mais ça ne fonctionne pas. Quelquefois, ça donne des apparences de fonctionner pendant certains points, mais en fait, fondamentalement, ça ne fonctionne pas du tout. Vous vous rendez compte? C'est comme si on cherchait finalement, à chaque fois, donc, à mettre l'ensemble en soi. C'est comme si la conscience globale, comme ça, je vais chercher à la mettre en moi. Mais non, ça ne peut pas fonctionner. Moi, dans l'ensemble, oui. Ça fonctionne très bien et c'est ce qui nous est demandé. Mais mettre toute la conscience d'ensemble en moi tout seul, non, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Alors on pourrait dire, oui, mais alors même par rapport à l'exemple de la montagne ou par rapport aux sphères, c'est vrai qu'on redescend.
C'est vrai que pour l'instant, même si le siège social, il se construit peu à peu ici, on ne peut pas dire qu'ils tiennent tout le temps et qu'on n'est pas ici tout le temps. Oui, c'est vrai qu'on a tendance effectivement à redescendre. C'est vrai que c'est encore difficile de se tenir donc, dans la sphère supérieure et d'y vivre complètement à demeure. Mais plus nous rejoignons cette sphère globale régulièrement, plus nous découvrons la partie essentielle de nous qui s'y trouve. Plus nous en prenons conscience et plus nous nous installons dans la sphère supérieure, dans ce nouveau pied-à-terre, qui devient d'ailleurs un pied-à-ciel, et non plus un pied-à-terre. Donc régulièrement, plus on monte comme ça, et plus on devient complètement à demeure dans cette sphère-là. Et ce déménagement, cette mort à la prééminence de la sphère personnelle, pour la renaissance à la sphère unitaire, ça implique complètement de comprendre que ce n'est pas à l'âme de venir nous aider dans notre quotidien, mais à nous, en tant que personnalité, d'aider l'âme à rayonner sur Terre. Ça aussi, c'est un point important. Combien de fois, quand on est justement dans cette sphère-là, et que par la prière ou simplement par la méditation, quelquefois, on aurait envie, quand on est dans des difficultés, de demander à l'âme de venir nous donner un coup de main. Est-ce que l'âme ne pourrait pas nous aider à vivre? Est-ce que l'âme ne pourrait pas m'aider dans telle difficulté? Est-ce que l'âme ne pourrait pas m'apporter quelque chose? C'est bien naturel, mais ce n'est pas du tout le sens des choses. En réalité, la personnalité n'est pas du tout, l'âme n'est pas faite pour servir la personnalité. C'est la personnalité qui est faite pour servir l'âme. Et donc, quand on remet les choses à l'endroit, encore une fois, c'est normal que pendant un certain temps, elles soient un peu à l'envers, mais quand on remet les choses à l'endroit, on s'aperçoit que c'est à nous de servir l'âme. Donc, on n'a rien à lui demander pour être à notre service. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intégrer progressivement, peu à peu, donc la sphère supérieure? Qu'est-ce que ça implique? On pourrait dire que c'est progresser dans les trois qualités fondamentales, qui sont aussi donc, ce qu'on pourrait appeler les trois grandes qualités de l'âme qu'on a écrit ici, donc volonté, amour et intelligence créatrice. C'est pour ça que ce contact avec l'âme, c'est très clairement toujours un contact avec des qualités. Quelquefois, on se demande, mais ça veut dire quoi contacter l'âme? Ça veut dire quoi entrer dans cette sphère? D'une manière plus pratique, on pourrait dire, c'est avoir des points de repère, c'est arriver à développer progressivement de mieux en mieux le fait d'entrer dans telle ou telle qualité fondamentale. On va essayer de voir ça avec un peu plus de précision. En ce qui concerne la première qualité, l'intelligence créatrice, je commence par celle-là parce que c'est par celle-là que l'humanité a commencé à développer le rapport avec l'âme, par l'aspect lumière, par l'aspect intelligence créatrice. Et donc c'est la plus facile et c'est celle qui est la plus répandue. Entrer dans la qualité d'intelligence créatrice, c'est sortir progressivement de notre obscurantisme. Et c'est là où on pourrait dire que déjà l'humanité a fait de gros progrès depuis plusieurs siècles pour sortir justement de l'obscurantisme total dans lequel on était, en entrant progressivement dans cette lumière. Évidemment, il ne s'agit pas de vouloir tout étudier, de vouloir tout comprendre, ce n'est pas du tout quelque chose de mental concret. Il s'agit simplement de percevoir l'intelligence du fonctionnement du monde. Dirigé par la conscience de toute chose. L'intelligence du fonctionnement du monde dirigée par l'intelligence de toute chose. C'est comprendre que tout est régi par des lois. Et que ces lois, elles relient l'abstrait et le concret. Elles relient la conscience et la forme, l'âme et la personnalité. Toute cause et ses conséquences. Et c'est important quand on voit la vastitude de toutes ces lois, que les scientifiques étudient de leur côté et puis que les ésotéristes étudient de leur, ce qui fait quelque chose d'assez complémentaire. Quand on voit donc c'est important, c'est de voir qu'elles régissent tout, qui veut dire pour nous l'importance de voir ce qu'elles impliquent, ces lois. Car bien souvent, quand nous avançons justement dans l'application de certaines lois, on n'arrive pas du tout à mettre ça dans notre quotidien. Il y a très souvent des philosophes ou des scientifiques qui ont fait la physique quantique et qui disent mais pourquoi les humains, sachant que la physique quantique fonctionne, sachant même comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on n'en tire pas les conséquences d'inséparabilité? Pourquoi est-ce qu'on continue à fonctionner comme si on était séparés les uns des autres? Et on s'aperçoit que, oui, effectivement, on a beau comprendre certaines choses, on est beau être dans la lumière de certaines choses, c'est pas pour ça qu'on les applique à notre vie. D'une manière plus ésotériste. Vous avez beaucoup de gens qui ont compris ce que veut dire la loi des renaissances, la loi de la réincarnation, le karma, qui comprennent tout à fait ce que c'est, qui y croient, qui ont pu même le constater dans leur propre vie. Oui, alors, quelles conséquences est-ce qu'ils en tirent? Est-ce que dans leur quotidien, ça change tout? Est-ce que dans leur quotidien, on peut s'apercevoir que par rapport à l'application de cette philosophie au
quotidien, est-ce que ça donne ça? Qu'est-ce que ça donne comme effet? Qu'est-ce que ça produit réellement? Bah, bon, il y a des gens pour qui ça se fait, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres pour lesquels on pourrait dire que dans leur petite armoire à idées, là, quelque part, il y a la loi de réincarnation. Moi, j'y crois, c'est important cette idée. Oui, alors, en quoi tu vis ça différemment dans ton quotidien? En quoi est-ce que ton quotidien est tellement influencé par ça qu'il est vraiment différent de quelqu'un qui n'y croit pas? Et là, quelquefois, on se dit, je sais pas, quelles conséquences ça a, à part. Je vois bien les conséquences que ça peut avoir du point de vue d'une autre vie, peut-être de dire, c'est vrai que ça continue, mais par rapport à cette vie-là, quelquefois, on ne voit pas forcément sur quoi ça peut déboucher. Et pourtant, ça a des conséquences absolument fantastiques. Et on pourrait prendre souvent toutes les lois que nous connaissons les uns et les autres, hein, qui sont souvent très très simples, et de se demander quelle application on en a tout de suite dans le quotidien. C'est ça, entrer de plus en plus dans la lumière. C'est ça, entrer de plus en plus, vous voyez, dans l'intelligence créatrice donc, de cette sphère-là. C'est concevoir aussi combien cet agencement de loi est remarquablement juste. Et même si nous avons parfois l'impression contraire, qu'il n'y a pas toujours de justice ou de justesse, c'est uniquement parce que nous n'avons pas tous les éléments en main, comme nous l'avons vu justement la fois dernière, le mois dernier, où on a parlé du juste et de l'injuste. Progresser en intelligence créatrice, c'est percevoir aussi ce qui est vraiment, véritablement intelligent de penser, intelligent de dire, intelligent de faire pour aller dans le sens de l'évolution globale. Ah, parce que pour ce qui est de voir ce qui est intelligent de faire, de penser, de dire pour moi, ça on sait parfaitement. Là, on n'a pas besoin d'entrer un peu plus dans la lumière. Mais par rapport à la globalité, alors là oui, qu'est-ce qu'il est vraiment intelligent de penser, de dire et de faire pour aller de plus en plus dans le sens de plus justes relations? De plus justes relations à la matière, aux formes, au règne, à tous les humains. De plus justes relations entre la personnalité et l'âme. Mais quelles que soient toutes ces relations, qu'est-ce qu'il est réellement juste d'arriver d'intelligent de penser, de dire et de créer? Intelligence créatrice. C'est trouver aussi ce qui nous semble vrai. Vous savez que le vrai est toujours momentané. Ce qui est vrai, c'est toujours quelque chose qui est relatif à une époque, à un moment, à une capacité de comprendre, à un état de l'humanité. Et donc c'est intéressant de trouver ce qui nous semble vrai à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et c'est distinguer dans tout ce qui s'affirme dans la vie et tout ce qui se propose, ce qui est le plus vrai actuellement pour l'humanité et le monde. Pouvoir relayer ce qui est le plus vrai pour l'humanité et pour le monde actuellement. Ça aussi, c'est vraiment participer à avoir plus de lumière. Et puis, c'est reconnaître aussi une échelle de valeurs vraiment prioritaire. En effet, dans l'humanité, ça on peut le constater tous les jours, y compris pour nous, face à la multitude des centres d'intérêt qui occupent notre quotidien. Ça permet d'y voir plus clair sur ce qui est vraiment intelligent de faire. Notre difficulté, c'est qu'effectivement, nous sommes tellement pris par toutes sortes d'intérêts multiples, aussi bien donc sur le plan affectif, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan des loisirs, sur le plan de ce qui est à regarder sur Internet, etc. Tout nous intéresse, si bien qu'on manque continuellement de temps, on manque d'espace. On dit, moi, j'y arrive pas, il me faudrait des journées de 48 heures. Ça, quand on dit ça, c'est le signe qu'on n'a pas du tout établi une échelle prioritaire. Quand on établit une échelle prioritaire, vous allez voir, je peux vous donner simplement un exemple visuel, avec ma main. Quand on n'a pas établi justement cette intelligence, on va dire, moi, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai ça, j'ai cette direction-là, puis il y a ça qui m'intéresse, puis il y a ça aussi qui est très passionnant. Puis ensuite, il y a ma famille, puis après, il y a tel loisir, et puis je peux avoir comme ça, horizontalement, plein de centres d'intérêt, et tout est important. Je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qui est le plus important. Là, tant que je fonctionne comme ça, c'est sûr que je ne suis pas dans l'échelle des priorités. L'astuce, c'est redresser la main. Et comprendre par cette intelligence, priorité numéro 1, c'est celle-là. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc prioritairement, tout mon temps, mon énergie, fondamentalement, c'est par rapport à cet objectif. S'il reste du temps et de l'énergie, deuxième objectif. S'il reste du temps et de l'énergie, troisième objectif, et ainsi de suite. Établir cette échelle de priorité, c'est vraiment une des clés de l'intelligence créatrice, et c'est ce qui nous manque très très souvent, on le voit bien donc à l'œuvre dans notre société. Voilà ce qu'on peut faire, vous voyez, donc par rapport à cette qualité, comment on peut pénétrer pour s'intégrer de plus en plus dans cette intelligence, devenir de plus en plus dans cette intelligence. Maintenant, voyons la deuxième qualité de l'âme, la qualité de l'amour. Entrer dans l'amour, on le sait très très bien, ça ne veut pas dire entrer de plus en plus dans l'affect, on sait très bien que ce n'est pas ça quand il est question, c'est entrer dans l'unité de tout par la reconnaissance
de tout un chacun. C'est vraiment notre capacité donc d'arriver à rentrer dans cette unité par la reconnaissance progressive de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui vit. Mais attention, ce n'est pas une reconnaissance intellectuelle. Non, parce que alors là, au niveau de la reconnaissance intellectuelle, vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais alors là, moi, je suis capable d'être dans l'amour total. Moi, je suis capable de reconnaître tout. Moi, je reconnais tous les règnes de la nature. Moi, je reconnais l'humanité tout entière. Je reconnais la planète. Je reconnais même toutes les autres planètes. Je reconnais les étoiles. Je reconnais l'univers tout entier. Je suis dans l'amour. » Intellectuellement, oui. Mentalement, d'accord. Mais question vécue, zéro. C'est pas possible. Quelqu'un qui est capable de reconnaître tout, comme ça, et encore relativement, on pourrait dire, oui, ce sont des maîtres de sagesse, c'est le Christ, ce sont des personnages qui sont vraiment dans un état d'évolution comme ça, qui peuvent dire, je suis en résonance avec tout. Ce qui n'est pas du tout pareil que de savoir que tout est un. Donc, l'amour, et pénétrer de plus en plus dans l'amour, c'est une reconnaissance d'être à être. C'est une acceptation totale, et non une attente de l'autre. Et donc c'est forcément progressif. Reconnaître déjà les nôtres, progressivement, c'est pas toujours évident. Les gens avec lesquels on vit, reconnaître un petit peu tout le monde dans sa complexité qui va du défaut à la qualité, dans une relation qualitative comme nous l'avons vu le mois dernier, c'est pas toujours évident. Et donc c'est vrai que ça s'agrandit que progressivement, au fur et à mesure qu'on entre de plus en plus dans cette sphère de l'âme, de plus en plus le siège social se trouve du côté de l'amour. Alors oui, on a des capacités d'agrandissement de plus en plus, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est d'emblée, c'est progressif. Entrer de plus en plus dans l'amour, c'est reconnaître l'ensemble solidaire dont nous faisons partie, sans pouvoir exclure qui que ce soit, quoi que ce soit, ou quelque règne que ce soit. La solidarité, je vous rappelle, c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est un système absolument cohérent dont aucune partie ne peut se séparer. Ça, vraiment, la solidarité, c'est la qualité fondamentale, justement, de l'amour. C'est comprendre combien nous sommes un, non pas du tout affectivement, mais par nature essentielle. Et que tout ce qui est fait à l'un, c'est fait à l'ensemble. Notons aussi que tout ce qui est fait à soi est aussi fait à l'ensemble. Tout ce que nous nous faisons à nous est aussi fait à l'ensemble. Ça, quelquefois, on l'oublie en pensant simplement que c'est juste ce qui est fait aux autres. Voilà donc ce que ça peut donner comme petit aperçu, vous voyez, pour rentrer de plus en plus donc, dans cette qualité d'amour. Maintenant, troisième qualité, la volonté. Je la traite en dernier parce que c'est une qualité qui est plus difficile à pénétrer. Et c'est vrai que même dans l'histoire des religions et dans l'histoire de la progression spirituelle de l'humanité, l'humanité a commencé par la troisième qualité, donc à être de plus en plus dans la lumière. On en a beaucoup de résultats actuellement, puisqu'on est quand même bien sorti d'un certain obscurantisme. On entre de plus en plus dans l'amour, depuis près de 2000 ans. Et puis donc c'est tout à fait récent, c'est maintenant qu'on va commencer à percevoir de plus en plus ce que va représenter cet aspect volonté. Donc entrer dans cette troisième qualité de l'âme, la volonté, c'est entrer dans la certitude d'un plan global d'évolution de la conscience. C'est un plan global qui exclut absolument l'absence de sens ou le hasard. C'est entrer en résonance avec une grande intention créatrice qui consiste à amener l'amour sur Terre. C'est ça la grande intention créatrice, autant qu'on puisse le percevoir maintenant. Il est certain que plus on avance, plus cette intention, c'est quelque chose qui nous dépasse tellement que pour l'instant, voilà, c'est tout ce qu'on peut entendre, nous, actuellement, humanité. Certainement qu'un maître de sagesse, on sait déjà beaucoup plus sur cette intention et que ce serait une formulation tout à fait différente de celle que je viens de vous donner. Mais voilà, c'est celle sur laquelle on nous propose de nous appuyer pour tenter justement de devenir progressivement donc cette grande intention. Ce qui est intéressant, c'est que cette grande intention, cette grande qualité de volonté, elle nous permet de répondre à 3 questions célèbres. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Ces 3 grandes questions qui préoccupent constamment les philosophes et dont on dit qu'elles sont absolument sans réponse. Pour l'instant peut-être, mais au fur et à mesure qu'on pénètre cette énergie de volonté, ça nous propose véritablement des réponses claires et précises à ces 3 questions. Jusqu'ici, comme je vous le disais tout à l'heure, la volonté, le plan, ce n'était pas du tout la préoccupation pour l'humanité, puisque l'humanité se contentait finalement de croire à ce que disaient les Écritures, sans en chercher du tout le sens. Mais comme nous l'avons vu cette année, avec notre thème « En quête de sens »,
C'est une quête qui prend de plus en plus d'importance. Au fur et à mesure donc, que l'humain croit en intelligence et donc en capacité d'explorer justement cette volonté, d'explorer ce sens. Et au fur et à mesure qu'on se questionne de plus en plus sur le sens de la vie sur Terre et de tout ce qui nous arrive. C'est donc une quête qui met fin à l'absurdité apparente de la vie sur Terre en proposant une histoire de la conscience. Voilà donc ce que va représenter, là encore, cette recherche de cette troisième qualité fondamentale de l'âme. Voilà un aperçu des qualités que nous avons à rejoindre dans ce grand processus d'intégration. Voilà un aperçu des qualités, on en reparlera un petit peu tout à l'heure à propos de la méditation. Et donc nous avons à rejoindre ces qualités et à devenir progressivement cela dans la sphère supérieure de notre être. Alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'on en a vécu donc des aspects de tout cela tout au long de l'année. Mais ce qui est intéressant dans l'intégration, c'est qu'il nous faut en prendre conscience. Il faut les intégrer. Non pas par un exercice de mémoire, comme je le disais tout à l'heure. Je me souviens que j'ai vécu à un moment donné tel point, tel point. Non, ça, on s'en fiche, l'exercice de mémoire. C'est en les rejoignant et en les vivant de plus consciemment et d'une manière plus précise. C'est ainsi que nous pouvons devenir, automne après automne, chaque année, on peut réaliser combien progresse le déménagement de notre siège social. Au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on explore de plus en plus, qu'on vit de plus en plus ces qualités, et c'est vrai que c'est assez infini comme exploration, et donc on peut arriver que automne après automne, oui, on intègre de plus en plus ces qualités et donc cette sphère supérieure. Alors évidemment, ça peut paraître complètement énorme, mais comme on l'a dit tout à l'heure, heureusement, tout n'est pas à faire en même temps. On n'a pas à développer la volonté, l'amour, l'intelligence, tout le temps dans notre vie. Non. En effet, selon les énergies qui nous constituent, selon notre évolution, selon notre service qu'on a au quotidien, selon les événements auxquels nous faisons face, selon les responsabilités que nous avons, nous allons avoir à développer l'une ou l'autre de ces qualités. En fait, ce qui va être important, c'est de se concentrer essentiellement sur l'une. Pas forcément de se disperser. Ça ne veut pas dire que les autres on les met de côté, c'est simplement souvent des périodes dans la vie. Ça peut être pendant des mois, ça peut être pendant des années. C'est souvent des périodes pendant lesquelles on se dit que, étant donné ce que nous faisons, étant donné nos responsabilités, étant donné les événements auxquels on a à faire face, il se révèle vraiment important de développer particulièrement cette qualité. Comment savoir la qualité à rejoindre en priorité ? On pourrait mettre en évidence deux manières de chercher, mais on va surtout insister sur une. On pourrait dire déjà que quelqu'un qui est habitué à avoir une introspection en permanence peut facilement constater qu'au fur et à mesure de son travail, au fur et à mesure de son quotidien, au fur et à mesure de ce qui se passe, au fur et à mesure de ce à quoi il fait face, comme ça, dans toutes ses responsabilités, il peut faire tout le travail en direct consistant à dire, bon voilà, je suis confronté à ce problème, à ce manque d'amour, à ce manque de lumière, où je suis confronté toujours à ma tendance à avoir ceci ou avoir cela, ou à manquer de ceci ou manquer de cela. Donc on peut dire que quelquefois, si on peut arriver à faire ça complètement en direct avec une introspection. Mais ce n'est pas toujours simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en lumière une deuxième méthode. Et cette deuxième méthode, c'est quelque chose qui va se passer par effet miroir avec la société et avec le monde. Comment est-ce qu'on va réussir à mettre en évidence notre priorité par effet miroir avec la société et avec le monde? En se posant clairement une question. Qu'est-ce qui me touche le plus et qu'est-ce qui me pose le plus de problèmes dans la société, autour de moi, dans le monde? Ou qu'est-ce qui m'intéresse tout particulièrement? Ou bien qu'est-ce qui me révolte le plus dans le monde? En quoi sommes-nous porteurs de ce qui nous dérange dans le monde? Ou en quoi le monde affiche-t-il ce qui nous dérange en nous-mêmes? Vous voyez donc un va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est ce qui va nous mettre sur la piste de la qualité à développer. Alors c'est pas toujours facile à développer et à trouver comme ça à froid. Quand on pose la question, qu'est-ce qui me touche le plus problème? Quelquefois on se dit, oh là là, mais moi il y a tellement de choses qui me posent problème dans le monde, il y a tellement de choses qui me révoltent, que je sais pas, bon voilà, vous pourrez pas dire. Ou bien pour dire non, 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 il n'y a pas grand-chose qui me révolte, parce que je comprends à peu près pourquoi les événements se passent ainsi. Bon voilà, donc à froid c'est pas toujours simple de le voir. Mais si on commence à s'observer régulièrement avec cette question en toile de fond, très rapidement, des événements au quotidien, des rencontres, etc., vont nous mettre en évidence de ce qui se passe.
On va se découvrir d'un seul coup qu'on va avoir des réactions vis-à-vis de tel sujet, tel événement, qui vont pas tarder à apparaître et qui vont répondre pour nous à ce type de questions. Qu'est-ce qui me touche le plus généralement dans la société? Il peut y avoir beaucoup de choses, mais ça, à chaque fois, quand ça me titille, je réagis assez fortement. Évidemment, quand on dit que c'est vraiment ça qui va nous amener à réaliser ce que nous avons à travailler, il est évident que cette révélation ne peut en aucun cas se réduire à un copier-coller. Si c'est ça qui me fait réagir, c'est que j'ai ça à travailler. Non, 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 c'est pas si simple que ça. Ça va nous demander de remonter des apparences jusqu'à l'énergie qui les génère. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en lumière tout ce que nous avons à travailler. Il faut bien comprendre que lorsque nous avons à faire quelque chose, nous avons donc des relations avec un événement, avec quelqu'un. Nous sommes confrontés donc avec ce qui se passe sur le terrain. Quelque chose qui nous interpelle particulièrement. Ce qui se passe, ce que nous voyons, c'est simplement donc le fait en lui-même. On pourrait dire que c'est simplement une espèce de voyant lumineux qui s'allume et qui clignote pour signaler l'existence d'un problème en amont. Lequel problème a été généré par la déformation d'une énergie fondamentale. Donc nous avons trois niveaux. Une énergie fondamentale qui a généré, donc en le déformant à travers la personnalité, une problématique, et cette problématique finit par provoquer donc certains symptômes qui peuvent être douloureux et qui font que finalement, voilà, on est confronté directement à cela. L'événement que l'on voit, l'événement auquel on est confronté, c'est juste la conséquence d'une cause, elle-même conséquence d'une cause encore supérieure. C'est pour ça que pour comprendre la qualité qu'il y a à développer, que nous avons à travailler, il va falloir faire tout ce travail qui consiste à remonter du symptôme jusqu'au problème et du problème à la solution en rapport avec la sphère supérieure. C'est là où il est intéressant de travailler sur la phrase « Là où l'on ressent la douleur n'est pas le mal, là où est le mal n'est pas la solution. » Là où on ressent la douleur n'est pas le mal, mais là où est le mal n'est pas non plus la solution. Faisons un petit schéma. Voilà donc un schéma avec deux sabliers. Là, vous voyez, dans le premier sablier, on voit ici, donc tout en bas, on voit les douleurs. Là où la douleur n'est pas le mal. Effectivement, le mal, il est beaucoup plus haut. Donc c'est la conséquence d'une cause. Mais là où est le mal n'est pas la solution. Effectivement, il va falloir remonter encore beaucoup plus haut. Si l'on imagine un sablier formé de deux triangles, la douleur se situe à la base du premier triangle, le mal au point de jonction entre les deux, et la solution sur la hauteur du deuxième triangle. On peut dire les choses en même temps. Partout où il y a des symptômes, tous les symptômes sont tout simplement des symptômes d'un problème. Lesquels problèmes sont des déformations de qualité essentielle de l'âme, comme l'énergie du rayon 1, du rayon 2, du rayon 3, la volonté, l'amour ou l'intelligence créatrice. Sur le second sablier, on trouve à la base du triangle inférieur les symptômes, à la jonction entre les deux les problèmes, et tout en haut les qualités essentielles. Alors ce qu'il faut voir, c'est que généralement, il faut bien comprendre que si on commence simplement par voir ce premier triangle, chaque fois qu'on voit ce qui se passe dans le monde, aux actualités, qu'est-ce qui s'affiche? Qu'est-ce qu'on nous montre? Sans arrêt des symptômes, et donc des choses qui sont un peu douloureuses. Donc on nous montre qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui se passe. Tant et si bien que c'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir des informations très positives. Mais ce seraient des informations très positives qui arriveraient généralement aussi aux informations. Ce serait pareil. Ce ne serait pas forcément de la douleur, ce serait « Wow, il y a des choses chouettes qui sont en train de se passer ». Ce serait quand même un symptôme, non pas d'un problème, mais de quelque chose qui avance. Mais il faudrait exactement faire le même travail. Donc que ce soit une douleur, que ce soit un symptôme positif ou négatif, c'est vraiment quelque chose qui nous oblige à remonter donc en deux temps. Alors c'est pas toujours évident. Déjà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à partir d'un problème, ou à partir donc du mal ici, il y a une infinité de possibles. En effet, quand on voit, parce que si on se dit, mais dis donc, si pour chaque douleur, ou pour chaque symptôme du monde, il faut faire ce travail, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh, c'est beaucoup plus simple. Tout mal va générer énormément de douleur ici. Vous vous souvenez déjà le mois dernier, le mois d'avant, nous avions vu cette histoire de triangle à propos des idées fondamentales qui se trouvent ici en haut du triangle et qui se déclinent après en toutes sortes d'idées, y compris après de déformations. Là, on retrouve cette idée-là qui font que d'un même mal ou d'un même problème, on va avoir une infinité, peut-être pas, mais en tout cas une très très grande multiplicité de douleurs et de symptômes.
Et c'est pour ça que quelquefois on a l'impression qu'il y a beaucoup de problématiques et qu'il y a beaucoup finalement de symptômes douloureux et qu'il y a beaucoup finalement d'effets catastrophiques. Mais si on remonte progressivement, on dit bah non, celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là, c'est le même mal. Tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, c'est exactement le même problème. Si bien qu'on peut s'apercevoir que quand on regarde finalement les grands problèmes du monde, bah il n'y en a pas 36 000. Ah, 36 000 symptômes, oui. 36 000 raisons de se plaindre et d'être dans la douleur, ah oui. Mais 36 000 mots ou 36 000 problèmes, ah certainement pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui nous ramène à déjà quelque chose de beaucoup plus essentiel. Mais voyez comme généralement, beaucoup de personnes font cela. Encore tout à l'heure, je regardais un article du Monde et qui disait attention, attention, par rapport aux problèmes que nous connaissons en France actuellement, il ne faut pas s'attaquer aux symptômes, il faut s'attaquer aux problèmes. Il faut faire attention de ne pas rigoureusement répondre à ce qui est symptomatique, même si ça fait très très mal. Mais quelle horreur! Il faut s'attaquer au problème, au mal. Mais on s'arrête là. La plupart du temps, il est question de remonter au problème, de remonter aux mots et de traiter le problème. Mais personne ne dit comment on va traiter le problème, comment on va traiter le mal. On va plutôt essayer de dire, à partir de là, on va essayer d'avoir des solutions. Et ce qui est le problème, c'est que finalement, dès qu'on voit ces effets qui sont douloureux, aussitôt on va dire, ah bah il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Ah non, non, mais il faut remonter au mal. Ah oui, oui. Bon, bah par rapport au mal ou par rapport au problème, il faudrait faire ceci ou il faudrait faire cela. Donc on est toujours, que ce soit dans ce premier niveau ou dans ce deuxième niveau, on est toujours dans une intention dans laquelle on va faire quelque chose. Oui, on n'est pas dans l'intelligence créatrice, on est dans une créativité réactive. Face au problème, face au mal, on va le traiter directement, sans se rendre compte de l'effet sablier, qui est tout à fait fondamental. Tout à l'heure, je vous disais, tout symptôme ou toute douleur est la conséquence d'une cause, le mal ou le problème, elle-même cause inverse d'une cause fondamentale. Pourquoi inverse? Parce qu'entre le monde de la personnalité que l'on a ici, c'est le triangle du bas du sablier, et le monde de l'âme, triangle supérieur, nous retrouvons nos deux sphères, mais ces deux sphères, elles sont complètement contradictoires. Ici, nous avons la sphère personnelle, là, on a la sphère impersonnelle. On retrouve le 8 du Scorpion et la nécessité de passer d'une sphère à l'autre. Autant dans la sphère personnelle, il est fondamental de développer l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est une grande qualité de cette sphère parce qu'il est important que la personnalité se construise, se développe. Mais dès qu'on passe dans l'autre sphère, ah mais le monde est complètement inversé. L'égoïsme n'est plus une qualité, ça devient le plus grand défaut, puisque la plus grande qualité, c'est l'amour, c'est l'universalité, c'est la conscience d'ensemble, c'est la globalité. Donc d'un seul coup, on est complètement dans un processus inverse. Voilà pourquoi toutes les énergies, et nous l'avons vu aussi pour la fois dernière, toutes les énergies, toutes les qualités fondamentales, elles existent partout dans l'univers, et c'est pour ça que dans l'univers, il n'y a pas de défaut. Et au fur et à mesure qu'elles sont interprétées et inversées par la personnalité, eh bien, elles deviennent progressivement génératrices de problèmes, de maux, de douleurs et puis de symptômes qui ne sont pas toujours agréables. Ce sont des déformations. Donc c'est pour ça que le fait de repasser vers le haut, c'est retrouver quelle est la véritable énergie au-delà de la déformation qu'on a pu en faire. Bon, prenons des exemples, c'est quand même ça qui souvent fonctionne encore le mieux pour bien comprendre ce qui se passe. Prenons d'abord des exemples concernant l'énergie du rayon 3, l'énergie d'intelligence créatrice. Si par exemple nous avons des réactions de douleur, où nous réagissons symptomatiquement par rapport à l'asservissement des humains, à la mise en dépendance de populations, par rapport à des inégalités, des inéquités absolument flagrantes, par rapport à de grandes disparités sociales, par rapport à la misère, la faim dans le monde, si vraiment régulièrement nous réagissons par rapport à ça, il faut bien se rendre compte que tous ces symptômes douloureux ne sont pas le mal, mais les résultats du mal ou du problème. On est bien d'accord. En fait, le mal va résulter de l'exploitation des uns ou des autres. Le mal tel qu'on peut définir ici, c'est l'exploitation. L'exploitation de l'humain par d'autres humains. En effet, on peut s'apercevoir, et c'est là le rapport avec l'énergie du rayon 3, que quelque niveau que ce soit, dès que quelqu'un est plus intelligent, plus débrouillard, plus astucieux, plus calculateur, il a tendance à immédiatement exploiter les autres d'une manière ou d'une autre. Et ça engendre la manipulation.
Et ça engendre tous ces effets désastreux qu'on peut constater dans le monde. On peut constater également que, à partir du moment où l'humain s'est cru justement un peu supérieur et a développé une intelligence supérieure qui avait réponse à tout, eh ben, il a complètement exploité la nature. Et on a complètement exploité la nature par un non-respect et une surconsommation. Donc on voit bien comment, vous voyez, par une mauvaise compréhension, par une intelligence imparfaite, comment ça peut servir de processus d'exploitation et comment les humains qui intègrent un peu plus cette énergie d'une manière puissante s'en servent pour manipuler et pour finalement se servir des autres. Et naturellement, si nous sommes particulièrement sensibles à tout ça, ça nous renvoie à nos propres tendances à nous servir des autres. Peut-être pas à un niveau dramatique, mais ça veut dire qu'on a quand même de toute façon ça qu'il va falloir débusquer. Notre tendance à profiter d'une intelligence que nous avons pour mieux nous débrouiller. Mais il faut se rendre compte que le fait de mieux se débrouiller soi se fait directement ou indirectement au détriment des autres. Tout ce que l'on fait à l'un, tout ce qu'on fait à soi, on le fait à l'ensemble. Donc c'est sûr que si moi je m'en tire, si moi j'ai une astuce, ça veut dire que les autres ne l'ont pas. Ça veut dire que si moi je réussis à ne pas payer ça, ça veut dire que les autres vont le payer. L'intelligence globale, elle, va complètement échapper à ce processus. C'est exactement le même mal, pour prendre d'autres symptômes de douleur, pour prendre d'autres choses, c'est exactement le même mal si nous réagissons, par exemple, à la douleur que nous pouvons ressentir face à la tricherie, aux mensonges, aux arrangements avec la loi, vis-à-vis des magouilles, et puis à la corruption, qui est tellement présente partout dans le monde, à tous les niveaux. Réagir à tout cela, ça montre que d'une manière ou d'une autre, nous n'en sommes pas totalement indemnes. Et cela met bien en évidence la nécessité de trouver la solution, de remonter tout en haut, et de trouver les aspects supérieurs de l'énergie d'intelligence créatrice, la loi de juste rapport. Ça met complètement en évidence combien, si justement nous réagissons à ça, nous en avons une partie de ce problème, et que c'est à nous, justement, d'aller de plus en plus dans l'intelligence créatrice qui ne crée absolument pas ce genre de tricherie, de magouille, et qui n'exploite absolument pas les autres. C'est une intelligence qui cherche, comme on disait tout à l'heure, à trouver ce qui est le plus intelligent de penser, de dire et de faire pour l'ensemble, pour l'évolution de l'ensemble, et non pas simplement pour soi particulier. Alors naturellement, je voudrais insister un petit peu là-dessus avant de continuer, c'est que ce travail ne sert nullement à nous culpabiliser, à dire « zut, j'en prends encore plein les mirettes ce soir ». Bon, non, ça sert absolument pas à ça, ça sert à mettre en évidence combien nous pouvons devenir une partie du changement du monde. Nul n'est mieux équipé pour résoudre un problème social ou mondial que celui qui partage ce problème dans sa propre vie. Ça, c'est vraiment très important. Ça signifie que nous travaillons avec certaines énergies, que notre personnalité a tendance à déformer. Mais cela implique du coup que nous connaissons cette énergie et qu'il nous revient de remonter à ces aspects essentiels et de les vivre. C'est là qu'est une démarche réellement thérapeutique pour le monde. Nul n'est mieux équipé pour résoudre un problème social ou mondial que celui qui partage ce problème dans sa propre vie. Ça, c'est vraiment un élément fondamental qui nous montre qu'est-ce que nous avons à faire dans notre part de colibri, comment est-ce que nous pouvons véritablement donc faire avancer les choses. Mais maintenant, ceci étant dit, donc pas de culpabilisation, continuons avec d'autres exemples. Si nous réagissons à des faits injustes, on ne supporte pas l'injustice dans le monde. Bon, d'accord, et ça ne manque pas, les injustices au niveau des symptômes et des problèmes. Mais ça nous renvoie à nos comportements injustes. Et surtout à la nécessité de mieux comprendre et de mieux vivre le juste à partir de la loi de cause à effet, régissant les incarnations multiples. On en a parlé justement la fois dernière. Si c'est injuste, c'est qu'on n'a pas tous les éléments en main. Ne pas supporter les atteintes aux libertés individuelles. Ça nous renvoie à nos peurs de ne pas être libres. Ça nous renvoie au mal, au problème de l'attachement sous toutes ses formes. Et à comprendre ce qu'est vraiment la liberté. La liberté, ce n'est pas du tout la capacité de faire ce qu'on a envie, avec qui on veut, quand on veut. Non, non. La liberté, c'est être libre de tous les conditionnements qui nous enchaînent. Nous ne sommes pas libres de nos attaches, de nos formatages, de nos appartenances, de nos émotions, de nos désirs, de nos peurs, etc. C'est là qu'elle est la liberté. Développer le cœur et le mental abstrait, le mental global, nous libère peu à peu de tout cela. C'est pour ça que nous avons à travailler, du coup, cette énergie. Être dans l'accueil et non dans l'attente qui nous attache. C'est véritablement en développant ces énergies d'amour que nous sommes de plus en plus, justement, dans ce processus de liberté.
On pourrait travailler aussi sur les conflits de toutes sortes, si on passe maintenant un petit peu plus justement dans cette qualité d'amour. Ça manque pas là au niveau des symptômes, au niveau de la douleur. Les guerres, les conflits, c'est vraiment donc toutes sortes de points douloureux qui nous font remonter au mal du séparatisme. Le séparatisme qui est évidemment le contraire de l'amour. C'est un mal qui prend de très nombreuses formes, parce que là on voit quelquefois les séparatistes grossiers, les gens qui se disent de telle nationalité, pas de telle autre, enfin, qui supportent ce qui... Non, ça c'est effectivement, c'est très très bien. On peut voir effectivement quelque chose comme le racisme, etc. Mais en ce qui nous concerne, c'est intéressant de voir que le séparatisme, il peut vraiment prendre de nombreuses formes beaucoup plus subtiles. Séparatisme de milieu, de niveau social, de niveau mental, de connaissances, de diplômes, de compétences, de richesses, etc., etc. Il y a toutes sortes, vous voyez, de petites choses comme ça dans lesquelles on s'aperçoit que on n'est pas pareil que les autres. On se met un petit peu dans une case à part. C'est du séparatisme. Et si nous avons ça, ça veut dire que nous participons d'une manière ou d'une autre, même d'une manière très colibresque, nous participons quelque peu à la guerre et à tous les symptômes qui créent justement tous ces conflits. C'est la peur qui est le contraire de l'amour, c'est la peur qui sépare et qui induit une non-reconnaissance des autres, une non-acceptation des différences. Il nous faut donc apprendre à remonter progressivement à la reconnaissance fondamentale. La reconnaissance fondamentale des uns et des autres. On en parlait un petit peu tout à l'heure en parlant justement de ce qu'était cette énergie du rayon 2. C'est ça qui est le secret. C'est pas facile d'arriver parce que c'est une reconnaissance véritablement d'être à être. Pour donner un dernier exemple, on pourrait dire on a forcément de fortes réactions vis-à-vis du fanatisme, vis-à-vis des extrémismes. Et ce genre de difficultés met aussi en lumière les difficultés avec les croyances et la tolérance. On pourrait se dire, moi j'ai rien à voir avec l'extrémisme, j'ai du mal à supporter, je ne supporte pas les extrémistes, mais vraiment ça n'a rien à voir avec moi. Voyons ça d'une manière plus subtile. Chaque fois que nous mettons l'accent sur la méthode ou sur les moyens d'application d'un idéal, plus que sur l'idéal lui-même, on devient extrémiste. Même d'ailleurs quand on cherche la manière d'imposer son idéal par rapport à un autre. Et ceci, ça fonctionne avec des idéaux religieux ou des idéaux laïques et dans tous les domaines où on est sûr d'avoir raison. Chaque fois qu'on commence à mettre l'accent sur il y a ceci, il y a cela, ça c'est interdit, ça il faudrait faire, il faudrait s'y prendre absolument comme ça. Si tu as cet idéal, alors il faut s'y prendre de telle ou telle manière, il faut avoir telle ou telle méthode. On quitte progressivement de vue véritablement l'idéal pour devenir justement dans les moyens. Et du coup, progressivement, parce que nous cherchons une certaine efficacité, on met de plus en plus l'importance sur les moyens, sur les méthodes, qui deviennent peu à peu une fin en soi, qui deviennent peu à peu le but à la place du but, au lieu de rester des moyens au service du but. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le voit véritablement partout. On pourrait le voir, par exemple, au niveau de l'écologie, pour prendre un idéal justement laïque. C'est intéressant de voir que dans l'écologie, là aussi, on peut très bien arriver à un certain moment donné, au lieu de rester dans l'harmonie, les justes relations à la nature, avec tous les règnes, au lieu d'inciter justement que l'écologie soit quelque chose qui soit réellement porteur, éducateur de l'humanité, comme établissement de justes relations avec tout, avec la planète. Quand d'un seul coup on se met à devenir, en insistance, beaucoup plus sur les moyens, dans ces obligations, interdit de faire ceci, interdit de faire cela, obligation de ceci ou de cela, on devient quelque peu extrémiste. Et ça, vraiment, on peut le voir qu'à partir de cet exemple, nous tous, dans tous les domaines, même nous, quand on croit avoir raison quelque part, et que finalement, par souci d'efficacité, on a envie peut-être de persuader un peu plus les uns ou les autres, mais on perd complètement notre idéal, on perd la beauté de l'idéal, on perd le côté éducatif, et on devient complètement extrémiste. Et c'est là où on se rend compte qu'il va falloir vraiment en revenir véritablement à la reconnaissance, à la compréhension aimante. Reconnaissance et compréhension aimante sont complètement les clés de ça. Et vous voyez, on pourrait appliquer notre histoire du sablier à ce que je viens de vous dire. Moyens et méthodes sont à la base du sablier, les idéaux sont en point de jonction et les idées fondamentales tout en haut. Le processus et des moyens et des méthodes, c'est les conséquences d'un idéal. Et là, on est encore justement dans nos deux triangles,
Là, avec le triangle de la personnalité, avec le triangle de l'âme. Parce qu'on pourrait se dire, oh bah, l'idéal, c'est pas un problème, l'idéal, c'est très bien. Donc on doit effectivement, comme tu viens de le dire, remonter des moyens et des méthodes qui ne doivent rester des moyens pour mettre en lumière l'idéal. Oui, mais l'idéal, c'est encore quelque chose de personnel. Et qu'est-ce qui fait qu'on se bagarre tout le temps? Pourquoi est-ce que ça pose problème? Mais parce qu'on n'est jamais d'accord sur les moyens. C'est pour ça qu'il y a tout le temps bagarre. Et il y a tout le temps bagarre parce qu'on n'est jamais non plus d'accord sur les idéaux. Même si c'est quand même beaucoup plus un processus d'accord avec de plus en plus de gens que du point de vue méthodologique. Alors là, franchement, il y a autant de personnes presque que de volonté d'établir des moyens. Encore une fois, il faut se rendre compte que l'idéal, c'est simplement l'interprétation individuelle de lois fondamentales, d'idées fondamentales. C'est ça qu'il faut percevoir. Et donc, c'est encore une invitation à remonter et à dire, ok, dans ton idéal, remonte aux lois, remonte aux idées fondamentales. Et là, tu trouveras véritablement l'accord. Parce que comme le montrent les scientifiques qui sont absolument tous d'accord sur les idées fondamentales, ils ne se battent pas entre eux de ce point de vue-là, chaque fois que nous aussi nous remontons aux idées fondamentales, on trouve véritablement l'accord. Donc on n'est plus du tout dans le fanatisme, on n'est plus du tout dans l'extrémisme. Vous voyez, c'est intéressant de voir que plus on redescend, plus effectivement on veut affirmer les choses, plus on est sûr d'avoir raison, et plus on veut appliquer vraiment nos moyens, et c'est là que se situe justement l'extrémisme. Et comment nous-mêmes, quelquefois, tout simplement parce qu'on s'oublie, parce que tout simplement on a envie de persuader un peu les gens, ou on a envie un petit peu que nos idéaux passent, on glisse comme ça progressivement de plus en plus vers la base du triangle, et que finalement on perd de vue complètement donc l'essentiel de ce que nous avons à informer. Voilà, c'est vraiment donc, vous voyez, des exemples, on pourrait en faire plein d'autres, hein, qui mettent un petit peu en lumière cette histoire. Simplement vous soulignez que si jamais vous avez d'autres symptômes et d'autres problèmes, mais que si vous voulez plus de détails sur telle ou telle chose, vous pouvez vraiment consulter sur le site toutes les conférences de 2017, qui sont des conférences qui s'appellent les défis de l'humanité. Dans chaque conférence, on fait justement ce travail. Dans chaque conférence, nous voyons quelles sont les problématiques donc, que ça crée dans le monde, quel est le problème et jusqu'où il faut remonter, quel est le travail que ça induit donc, pour chacun d'entre nous. Et donc c'est assez complet puisqu'il y a 12 conférences qui me passent en revue tous ces processus. Tout ça, ça met en évidence plusieurs choses qui peuvent véritablement constituer le travail de ce mois-ci. D'abord, comprendre ce qui est en train de se développer en nous, ou ce qui nécessiterait une attention pour intégrer la personnalité dans un peu plus de telle ou telle qualité d'âme. Donc ça met d'abord l'accent sur ce point-là. Deuxième point, c'est réaliser que de cette union naît une nouvelle créativité évolutive. C'est donc bien en changeant nous-mêmes qu'on change le monde. Et puis ça révèle aussi l'effort permanent que nous avons à réaliser pour échapper à la tyrannie des symptômes, des faits douloureux du quotidien. Reconnaître la douleur, remonter au mal, au problème et devenir passeur de qualité et de solutions. C'est ça qu'il faut absolument garder comme pensum de travail tous les jours. Reconnaître toutes les douleurs. Il ne s'agit pas de dire non, c'est rien, c'est des conséquences. Non, reconnaître les conséquences, reconnaître les symptômes douloureux. Remonter au mal et ensuite donc devenir passeur de qualité en cherchant donc à devenir ces qualités-là. Nous avons vu justement le mois dernier l'attitude qui consiste à n'être ni pour ni contre. Et à ne prendre surtout pas parti pour rester dans l'ensemble. On avait bien sûr noté que ne pas prendre parti, ce n'est certainement pas se désintéresser de ce qui se passe au niveau des moyens ou des idéaux, ce n'est pas non plus se désintéresser de la douleur, des problèmes, on prend vraiment ça en compte. Ne pas prendre parti, c'est aller toucher les qualités fondamentales. Et pour relier un petit peu à ce que nous venons de dire, il ne faut surtout pas prendre parti au niveau des symptômes, au niveau de la douleur. C'est là qu'on fait l'erreur. Il ne faut pas prendre non plus parti au niveau du mal, au niveau du problème. C'est là qu'on fait encore une autre erreur. Il faut s'engager pleinement dans l'énergie des solutions. Là, oui, on s'engage complètement dans les qualités, dans les solutions. Mais dès qu'on prend parti d'une certaine manière, en tant que symptôme douloureux, ou bien en tant que mal et problème, c'est fichu. Ça ne marche pas du tout. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile de changer nous-mêmes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est automne après automne. Et il suffit d'être confronté à des événements difficiles qui nous touchent pour se rendre compte combien de vieilles attitudes instinctives sont tapies dans l'ombre de notre émotionnel, prêtes à bondir et attaquer et à réagir aux problèmes, aux douleurs, aux symptômes. Notre tendance à réagir et à trouver ce qu'il faudrait faire pour éradiquer les symptômes, les faits douloureux ou même le mal, le problème, est toujours bien présente et a une certaine tendance à réagir, surgir au quart de tour. L'énergie du scorpion au niveau inférieur, c'est celle qu'on appelle du soldat.
prêt à attaquer, tambour battant, tout ce qui gêne le changement. Mais ce n'est pas en combattant quelque chose, nous le savons, qu'on change quoi que ce soit, au contraire, on le renforce. Plus tard, à mesure que l'émotionnel est traversé par les qualités de l'âme, il sera purifié de toutes ces tendances. Mais pour l'instant, reconnaissons simplement cette réaction instinctive pour ce qu'elle est. Faisons le calme, puis remontons du symptôme vers le problème, vers la solution, et vivons-la intérieurement. Le problème, c'est quand on se précipite. Le problème, c'est quand d'un seul coup, on voit quelque chose qui nous fait oh, « c'est pas possible ». Immédiatement, c'est vrai que l'émotionnel réagit. C'est normal, il est comme ça depuis des vies et des vies et des vies. C'est quelque chose qui est engrammé en nous. Et donc, on est prêt à attaquer, on est prêt à dire « oh, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». Stop. Surtout, stop. On se calme, on redescend progressivement. Et une fois que le calme est fait, maintenant, ok, on repasse, eh bien, tout simplement du symptôme au problème et du problème à la solution. Et on cherche à vivre vraiment intérieurement la solution. C'est ce que nous propose l'aspect supérieur du Scorpion. Il nous propose d'être ce qu'on appelle le guerrier pacifique. L'appellation guerrier, ça s'applique tout simplement à ce qu'on appelle les valeurs d'engagement, de volonté, de courage et de cœur qui prévalent lorsqu'on est justement dans cette attitude intérieure. Il est à noter que le cœur, c'est la seule chose qui tambourine vraiment en permanence en nous. Le cœur est le vrai tambour battant intérieur dans lequel nous avons tous à évoluer. Alors la question pour ce mois-ci, c'est quel tambour allons-nous faire résonner ce mois-ci ? Je vous propose une méditation.